Bonjour à tous. Alors, je vous propose pour corriger l'activité sur la chronophotographie, de le faire en vidéo. Je vous laisserai le temps de la regarder et puis vous ferez un retour pour savoir si ce format vous convient là. Alors, dans les documents, alors j'ai mis que le document 1, document 2, c'était celui qui rappelait la partie du cours sur les relations entre la position, la vitesse et l'accélération. Ça, on a déjà vu dans le cours. Donc, dans le document 1, on a les informations propres au mouvement qu'on doit décrire. Donc, on a la trajectoire de la voiture qui est représentée. On enregistre ce mouvement-là, on nous donne des informations sur les différentes phases, phase 1, phase 2, phase 3. Et donc du coup, dans la première question, il faut qu'on identifie ces différentes phases dans le mouvement. Donc là, si je regarde sur le départ, si je pars de là à là, on va avoir quelque chose qui est en ligne droite. Ensuite, on va avoir un mouvement circulaire sur cette partie-là. Et enfin, on retourne sur un mouvement ici rectiligne sur cette phase-là. Donc on va pouvoir déterminer les trois phases. On va y arriver. On va pouvoir déterminer les trois phases. Ça, c'est la deuxième et ça, c'est la troisième. On nous demande aussi quelle est la durée qui s'écoule a priori entre chacune des prises de points. Alors, j'ai mis un petit gribouillis là, mais si on compte ici le nombre d'intervalles qu'on a entre le début du mouvement et puis la fin ici de la phase 1, on a 10 intervalles et on sait que ce mouvement dure 10 secondes. Donc du coup, la durée entre deux points de prise de position, hop là, de position, pardon. Ah, j'écris aussi bien qu'au tableau, hein. Et de 1 seconde. Ok, donc ça, on sait qu'entre chaque point, 1 seconde est prise. Comment vérifier sur la chronophotographie que la norme de la vitesse est constante dans les phases 2 et 3? Donc dans les phases 2 et 3, en fait, étant donné qu'on a la même durée entre chaque point, si on veut avoir une norme de vitesse constante, donc une valeur de vitesse constante, il faut que l'écart entre chaque point reste le même. On remarque ici, on a beau avoir un mouvement circulaire, hein, l'écart entre chaque point, si on devait le mesurer, ici, reste le même. Et il en est de même ici pour la ligne droite. Donc ici, on met l'écart entre chaque point pour les phases 2 et 3 sont les mêmes. Reste toujours le même. Hop, demi-tour. Vu que c'est l'écart. Reste toujours le même. La distance parcourue est la même dans le même intervalle de temps. Du coup, on a une valeur de vitesse constante. Dans la question 2, dans quelle phase la voiture semble-t-elle subir une accélération? Donc, pour ce qui est le plus simple, il semblerait que ce soit ici sur le premier mouvement rectiligne, on voit que l'écart entre les points augmente ici. Donc sur la phase 1, on a l'écart entre chaque point qui augmente au cours du temps. Donc ça veut dire forcément qu'on subit une accélération. Ok, donc la phase 1 est une phase accélérée. Par contre, on le sait depuis qu'on a vu le cours que on a beau avoir une vitesse constante ici sur le mouvement circulaire, eh ben, on est obligé d'avoir une accélération appliquée au système. Bah, tout simplement parce que s'il n'y avait pas d'accélération, mon système il irait tout droit et en ligne droite et à vitesse constante. Donc sur la phase 2, la justification c'est aussi on a un mouvement circulaire. Alors hein, on n'est pas obligé de citer tout ce qui est base de frein, etc. C'est pas demandé dans cet exercice-là, mais il y a des exercices où rapidement on vous demande d'aller dans ce sens-là. Donc mouvement circulaire, du coup, bah, il y a une accélération. Alors cette accélération, elle est centripète, hein, elle est orientée vers l'intérieur de la trajectoire, elle est par là. Donc ça c'est pour question 1-2. Question suivante. En étudiant qualitativement les variations et l'allure de la courbe x de t, déterminer la vitesse vx et décrire son évolution au cours du temps. Donc on va étudier ici l'évolution de la courbe de x de t ici.
Donc x de t n'évolue pas linéairement, et puis elle a une forme de parabole. Alors ça c'est pour ceux qui ont vu la fonction x carré. A priori on est en x carré, ça nous est même, on est en t carré, pardon, vu que c'est x en fonction du temps. Ici on le voit dans l'équation qui est là. L'équation on va pas s'en servir tout de suite, on va la voir tout à l'heure. Mais cette forme de courbe, hein, c'est assez significatif d'une parabole. Donc x de t évolue en formant une parabole, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus l'augmentation de la distance est grande. Non pas juste la distance, mais plus l'augmentation de la distance est grande. Donc on a une parabole, c'est la fonction t carré en l'occurrence, mais en mathématiques c'est y égale x carré. Donc maintenant pour déterminer le signe de Vx. Alors le signe de Vx, déjà il faut rappeler la relation qui existe entre Vx et x de t. Donc ça c'est le document 2 qui nous le donnait, qui nous dit que Vx c'est la dérivée de x de t par rapport au temps. Alors là, on verra la question 4 qu'on se servira de la formule qui est ici pour déterminer la valeur de Vx de t. Mais là, il faudrait qu'on puisse le faire sur la courbe. Alors pour le faire, Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc si je suis sur une courbe et que je veux connaître la valeur de la dérivée en un point, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors je veux connaître la valeur de la dérivée en ce point-là. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je vienne chercher ici une droite qui est tangente à la courbe. Donc je vais tracer une droite ici. Elle est moche, mais c'est pas grave. Une droite qui est là. Et puis je vais calculer le coefficient directeur de cette droite. Et la valeur du coefficient directeur de cette droite, c'est la valeur de la dérivée au point considéré. Si je change de point, si vous regardez, maintenant si la droite qui est tangente à ma courbe, si vous regardez, elle va plutôt être comme ça, elle va avoir un coefficient directeur qui a changé, ici. Entre ces deux parties-là, on a donc un coefficient directeur qui change. Si je remarque, il change dans quel sens? C'est-à-dire quand je passe de ce point-là et que j'augmente la durée, hein, que j'augmente les dates successives, je suis arrivé à cette droite qui est ici, qui a un coefficient directeur qui est plus élevé ici. Et à chaque fois, ces coefficients directeurs là, ils sont positifs. Donc là, on remarque une chose, c'est que a priori, la vitesse elle sera positive, vu que c'est la valeur de la dérivée dans les points considérés. Donc là, le coefficient directeur positif, et aussi la valeur de la vitesse devrait augmenter au cours du temps. On montrera ça à la question 4. Donc ici, on met les coefficients directeurs des tangentes successives à la courbe augmentent. Des tangentes courbe augmente et sont positifs. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe de la vitesse v de x est aussi positif. Okay, donc c'est la même valeur que le coefficient directeur. Donc vu qu'il est positif, c'est positif. On nous demande ensuite de déterminer à l'aide de 1 et 2 l'expression littérale de v de vx de t. Alors là, si vous regardez, on a l'expression de x de t. Donc il va falloir qu'on fasse l'opération mathématique de la dérivée. Donc je recopie x de t. X de t, on nous dit que c'est 1 demi de kt carré. Alors, cette expression, vous allez voir qu'on va la retrouver dans le chapitre 4. Donc, Vx de t, c'est la dérivée de x de t par rapport au temps. Donc ça revient à faire la dérivée de 1 demi de kt carré. Alors là, il y a une petite règle qu'il faut connaître. Bon, après, normalement, ça n'a pas dû vous poser de problème. Ici, on a 1 demi et k qui sont des constantes. Sauf que ces constantes-là, elles multiplient ici la variable. La variable, c'est t carré. Donc quand on a des constantes qui multiplient la variable, eh ben, elles ne subissent pas l'opération de dérivée. C'est-à-dire que ce n'est pas une constante qui va donner une dérivée nulle. Ce qu'on peut faire par contre, c'est changer ici, sortir pardon ici les deux constantes. 1 demi et k, je peux les sortir de la dérivée. Donc ça, je peux le prendre et venir le mettre ici. Donc ça va me faire 1 demi de k dérivée de t carré par rapport au temps. Donc la dérivée de t carré, c'est comme la dérivée de x carré en mathématiques. On a la variable t qui va rester, et en plus, l'exposant ici descend devant. Donc on se retrouve avec
1 demi de K fois 2 T. Donc l'exposant est devenu devant et T est arrivé ici. Donc là, ce que je remarque que je peux simplifier par 2 et je me retrouve avec KT. Donc Vx, c'est KT. J'en reviens à la remarque que j'avais fait tout à l'heure, à savoir, ici on avait dit que la vitesse était positive et qu'elle elle augmentait au cours du temps. Ben, on voit bien ici, dans le texte, on sait que K, je suis en train de répondre à la question 5, que K est positif et que la date ici, bah, elle ne peut pas être négative. Donc du coup, cette expression-là est forcément positive. Et on voit bien que si T augmente, la vitesse augmente aussi. Donc on est en directe relation avec les conclusions qu'on avait à la question numéro 3. Donc ici, hop, on sait que K pardon, est positif et bah, la date aussi. On en déduit donc que Vx de T, pardon, c'est moche, Vx de T est positif. Okay, et accessoirement, on remarque aussi que plus T augmente, plus V augmente aussi, mais c'est pas demandé. Donc du coup, question 4, 3 et 4, pardon, sont cohérentes entre elles. Okay. Alors, maintenant ce qu'on demande à la question 6, c'est déterminer l'expression des coordonnées accélération de AX et AY. Donc là, on veut carrément les coordonnées du vecteur accélération. L'accélération est-elle constante pendant cette phase? C'est la question qu'on pose ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'accélération? On sait que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Mais nous, on sait que les vecteurs, ils ont des composantes. Donc du coup, pour obtenir la composante des vecteurs de A, on sait qu'on a une composante en X, une composante en Y. A priori, dans l'exercice, on est en 2 dimensions. Eh ben, on décompose. Les coordonnées AX de l'accélération, c'est d de Vx sur dt. Et les coordonnées de AY, c'est d de Vy sur dt. Alors là, on a ici l'avantage d'avoir déjà Vx. Par contre, on n'a pas Vy. Donc on va commencer d'abord en premier par AX qui est là. AX, on sait que c'est d de Vx sur dt, et donc je vais récupérer l'expression que j'ai trouvée ici à la question 4, ici le kt. Donc je me retrouve avec dérivée de kt sur dt, même règle que tout à l'heure, ici le k, mon k qui est là, je peux venir le sortir ici de mon expression de la dérivée, parce que c'est une constante, et qu'elle multiplie la variable. Donc je vais avoir k que multiplie la dérivée de t par rapport à t. On voit bien que dt sur dt, ça va faire 1. Donc on se retrouve avec un k. Donc ax, c'est k. Maintenant pour la partie pour AY. AY, le problème, c'est qu'on n'a pas VY. Par contre, si je reviens voir le document 1, dans le document 1, ici, j'ai l'évolution d'Y en fonction du temps sur la phase 1. Donc Y en fonction du temps sur la phase 1, on connaît. Donc si je connais Y, donc on rappelle que on va pouvoir trouver VY, car c'est la dérivée des coordonnées Y du vecteur position. Donc je connais Y, ce qui me donne la dérivée de 0, c'est ce qu'on a dit dans le document 2, document 1, pardon, par rapport au temps, bah, la dérivée d'une constante c'est 0, puis en plus cette constante c'est 0, donc là on se retrouve avec Vy qui vaut 0. Maintenant que je connais Vy, bah, je vais pouvoir calculer AY. Donc AY ici, je sais que c'est D de Vy sur dt. Donc je reprends la valeur de Vy qui est là, c'est la dérivée de 0 par rapport au temps, je retrouve 0. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir écrire, un petit peu cochon ce que je fais, je vais pouvoir écrire les coordonnées de mon vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, il a deux coordonnées AX qu'on a déterminé tout à l'heure qui était K, et puis AY qu'on vient de déterminer qui est 0. Et on nous demande, est-ce que cette accélération est constante? Bah, K est une constante, hein, ne dépend pas du temps. Donc c'est la seule grandeur qu'on a pour l'accélération. Du coup, on en déduit que l'accélération
de la voiture sur la phase 1 est constante. De la voiture sur la phase 1, pas du tout de la phase 1. De la voiture sur la phase 1 est constante. Ok. Ça c'est pour la partie pour la phase 1. On remarque aussi une dernière chose qu'on peut dire, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est une remarque plutôt. K est positif, du coup AX est positif aussi. On en déduit que le système subit une accélération, c'est pas une décélération. D'accord? Donc on a bien une accélération, c'est-à-dire la vitesse va augmenter sur la phase 1. Ok, c'est ce qu'on avait conclu aussi à la question 4. Hein. La vitesse augmente sur la phase 1. Parce qu'on peut avoir des accélérations négatives qui sont plutôt appelées décélérations dans la vie de tous les jours. Ok, question numéro 7. Les caractéristiques du vecteur vitesse, norme, direction et sens sont-elles inchangées tout au long de cette phase? Donc là, pardon, à la question 7, on a basculé sur la phase... Hop là, raté. On a basculé sur la phase 2. Et sur la phase 2, ici, si je peux représenter mes différents vecteurs vitesse à différents instants, on prend quelque chose qui est tangent à la trajectoire. Donc là, je vais avoir un premier vecteur vitesse. Mais si je le prends là, eh ben, je vais avoir le vecteur vitesse qui est là. Et puis si je le prends là, je vais avoir le vecteur vitesse qui est comme ça. Ce qui est commun ici, c'est, alors ce qui n'est pas trop révélateur sur mon schéma, mais ce qui est commun, c'est que on a dit que la vitesse était constante sur les phases 2 et 3. La valeur de la vitesse était constante. Donc là, mes longueurs de vecteurs sont les mêmes. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la direction change. Ce qui veut dire que mon vecteur vitesse ici, eh bien, il n'est pas constant. Raté. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop, donc je redescends sur la question ici 7. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les normes, donc la valeur, c'est une valeur des vecteurs vitesse sont constantes. Donc c'est-à-dire que la voiture va avancer toujours avec la même valeur de vitesse, donc sont constantes. Mais la direction des vecteurs change. Ok? C'est la direction qui change. Donc ça veut dire quoi? Le vecteur accélération, pardon, le vecteur vitesse est-il constant? Eh ben non, c'est-à-dire que la valeur est constante, mais pas le vecteur. Donc le vecteur vitesse ici est différent d'un vecteur constant. Des fois, on peut l'écrire comme ça. Ou alors, c'est la même chose d'écrire le vecteur vitesse n'est pas constant au cours du temps. N'est pas constant au cours du temps. Donc ça veut dire quoi ça? On a beau avoir une vitesse constante, une valeur de vitesse constante, vu que le vecteur vitesse change, c'est-à-dire que sa direction change, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse changer cette direction. Donc ça on verra un petit peu dans le chapitre 4 que on introduira la notion de force. Mais ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est dire que si les caractéristiques du vecteur vitesse changent, alors on a une accélération. D'où la fin de la question qui nous dit le vecteur accélération peut-il être nul dans cette phase? Donc ici, les caractéristiques du vecteur vitesse changent. Par conséquent, le système subit une accélération. Donc on l'a déjà vu, cette accélération dans un mouvement circulaire, hein, si j'ai un mouvement circulaire, l'accélération elle sera orientée vers le centre de la trajectoire. C'est pour ça que lorsque vous apprenez à conduire, on vous apprend à accélérer un peu dans les virages, de manière à ce que ça aide votre voiture à tourner. Alors maintenant, dernière chose, on reprend les mêmes questions que pour la phase 3.
et pas française, cette question. On reprend les mêmes questions pour la phase 3, pardon. Donc dans la phase 3, ici on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Dans la phase 3, on nous dit que la vitesse parcourt une ligne droite à vitesse constante. Bon ben, let's go. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on a une vitesse constante et la trajectoire est une droite. Et une droite. Du coup, le mouvement est rectiligne uniforme. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a vu que pour un mouvement rectiligne uniforme, ça voulait dire que on n'avait pas d'accélération. Donc là, si je peux le définir, le mouvement rectiligne uniforme, cette fois, je peux dire que le vecteur vitesse est un vecteur constant. Est un vecteur constant. Ok, donc il ne varie pas. C'est-à-dire qu'il ne change jamais. Le vecteur vitesse ne change jamais sur cette phase-là. Donc s'il ne change jamais, il n'y a rien qui va faire modifier ni sa direction, ni son sens, ni sa valeur de vitesse. Le système ne subit pas d'accélération. Donc le vecteur vitesse ne change jamais. Le système ne subit pas d'accélération. Les rations. Ok, c'est écrit comme un cochon, c'est moche. Mais bon, ça ne change pas grand-chose par rapport à mon tableau habituel. J'espère que cette correction vous conviendra. Je vous laisserai le temps de la regarder et puis je vous laisserai critiquer convenablement tout ce que je viens de faire. Et puis surtout savoir si ça vous convient. Ça pourrait être l'occasion pour certains d'avoir parfois des corrections d'exercices que j'ai donnés et que j'ai pas le temps de faire en cours. Ça pourrait être une bonne solution, mais par contre, il faut que vous puissiez vous l'approprier aussi. Donc vous me direz ça en cours, comment ça marche pour vous au niveau de cette correction. Je vous dis à bientôt.